En 1928, sur ses propres fonds, l'entreprise Vickers-Armstrong met au point un char qui va être une base pour beaucoup de chars de pays différents. Ce char, le Vickers Mark E, va notamment donner naissance au Type 95 Hago, Fiat M1340 et 7TP, et le plus produit d'entre tous, le T26. En 1930, l'URSS dispose de plus de 900 T18. Ces vieux chars issus du Ruski Renault sont totalement obsolètes. Au printemps de la même année, l'URSS se rend en Angleterre, pays considéré à ce moment-là comme le plus évolué dans la technologie des blindés. L'URSS est très intéressée par un modèle en particulier, notre Vickers Seaton. La commission a décidé d'en acheter un, mais Vickers refuse de vendre des lots uniques et encore moins avec de la documentation. Un accord va tout de même être signé et au prix de 42 000 roubles pour 15 Vickers avec documentation et licence de production. Les Vickers sont livrés d'octobre 1930 à janvier 1931. Les soviétiques ont participé à l'assemblage des chars et se sont bien familiarisés avec la technologie. Le 8 janvier, Clément Vorochilov, alors commissaire du peuple à la défense, donne l'ordre d'enquêter sur la faisabilité de l'organisation de la production en masse du B-26, nouveau nom donné par les soviétiques au Vickers Seaton. Il est alors décidé de dresser une liste des avantages et des inconvénients par rapport au T-19, successeur direct au T-18. Dans le rapport du 11 janvier, il est fait mention de la supériorité du B-26. Sa transmission et suspension étaient simples et fiables. La caisse était facile à fabriquer, les optiques étaient de bonne qualité et une mobilité et manœuvrabilité sans égale. Dans les défauts à signaler, un moteur trop faible et un accès difficile au moteur ou à la transmission. Mais pendant que les concepteurs parlent d'une adaptation du Vickers aux standards de l'industrie soviétique, les services de renseignement apportent une funeste nouvelle. La Pologne vient elle aussi d'acquérir une licence de production pour le Vickers Seaton, et selon eux, il pourrait atteindre avec l'aide des Français et des Britanniques 300 blindés, ce qui inquiète fortement l'Union soviétique. Le RVS, Conseil militaire révolutionnaire, décide d'apporter immédiatement le B-26 sans modification à la production de masse. Et c'est ainsi que le B-26 devint le T-26, le char principal de l'Union soviétique. Le T-26 modèle 1931 sera produit à l'usine de Leningrad GOZ, à Pokrovski Zavod, et bien vite des problèmes vont apparaître. Malgré une conception simple et basique, le T-26 est avéré bien plus compliqué à produire. Par exemple, l'usine Ijorskiye, chargée de fournir les caisses de chars, avait de réelles difficultés à produire une plaque blindée de 13 mm. Le blindage sera donc abaissé temporairement à 10 mm, mais la qualité sera médiocre, et le char pouvait se faire percer par balles perforantes de 7,62 mm à 200 mètres. C'est en août 1931 que la production en série commence, avec un premier lot de 15 véhicules, mais la technologie britannique n'avait pas encore été bien assimilée par l'industrie soviétique, entraînant des hausses de budget de fabrication pouvant multiplier par 2 le prix de production d'un T-26 par rapport au Vickers Mark E. Finalement, à la fin 1931, 120 chars ont été fabriqués, mais aucun d'entre eux ne pouvait être utilisé dans un domaine militaire, les chars étaient trop mauvais. Ce n'est qu'après des négociations que l'armée accepta d'en prendre 100, mais en échange d'un nouveau moteur, car à haut régime, les moteurs émettaient des bruits parasites. Il faut aussi ajouter que sur ces 100 chars, 35 étaient en acier non blindé, problème corrigé bien plus tard. Cette situation inquiétante fait ressurgir les travaux sur les autres blindés, comme le T-19 ou le TMM1 et même la création d'un char léger T-34. Malgré les déboires des premiers T-26, l'ordre de produire 3000 chars en 1932 a été maintenu, même si l'objectif est irréalisable, car l'usine de tracteurs de Stalingrad n'était toujours pas apte à lancer une fabrication de masse d'un char. Le nombre d'entreprises qui vont collaborer pour la production du T-26 va tout de même passer de 5 à 15, portant le nombre de chars construits à 1410, dont 1032 acceptés dans l'armée. C'est pendant cette année 1932 que le T-26 va recevoir pas mal d'améliorations, et surtout un second modèle. Même si les soviétiques ne l'appelèrent pas ainsi, il y avait un T-26 femelle, armé de 2 mitrailleuses DT-29, ou DTU, et une version mâle armée d'une DT-29 et d'un canon de 37 mm SA-18, appelé PSA en Russie. À la moitié de l'année 1933, c'est 1626 T-26 acceptés, donc 450 avec un canon. Et 1933 marque un gros tournant pour le T-26. Car depuis 1932, des études sont réalisées pour monter une tourelle unique sur le T-26. Sa forme conique a été très difficile à réaliser pour l'industrie soviétique. L'usine de Ijora sera la première à y parvenir, et le choix va se porter sur une tourelle rivetée, malgré la présence d'une tourelle soudée. Une partie réservée à la radio a été ajoutée à la tourelle, puis une production militaire a pu commencer. Mais il faut faire un choix au niveau du canon. Le canon de 37 mm B3 est clairement le favori, grâce à ses bonnes balistiques et caractéristiques anti-char.
Mais en mai 1933, un nouveau canon de 45 mm M1932 va se démarquer grandement, car si ses capacités anti-char sont similaires, un obus HE très puissant était disponible. Le T-26 ne devenait plus qu'un simple blindé anti-char, mais un char capable d'affronter toutes les cibles et surtout de supplanter les T-26 multitourelles. Le canon passa les tests avec succès, mais les soviétiques vont tout de même constater un bémol, une défaillance au niveau du système semi-automatique qui obligeait le tireur à décharger manuellement le canon, réduisant considérablement la cadence de tir. Après que le 45 mm fut choisi, l'armée rouge décida d'augmenter la place à l'intérieur de la tourelle, jugée trop étroite pour le rechargement du canon de 45 mm. C'est toujours l'usine de Ijora qui est chargée de faire le travail. La tourelle est prête, le canon est prêt lui aussi, la production peut donc commencer. Et puisque nous sommes en Union soviétique, tout se passe étonnamment bien. La conversion vers une tourelle a été bien plus simple que prévu, même si la production a commencé durant l'été 1933 à cause des différentes usines qui ne livraient pas les optiques ou le canon. Dès le début de la production, l'usine numéro 174 aura réglé le problème de défaillance et de fiabilité du système semi-automatique du canon. D'après un rapport de l'usine 8, le taux de défaillance est de 30%, et il est encore plus élevé en hiver. Finalement, l'usine numéro 8 va résoudre ce problème en changeant certains éléments du mécanisme de recul et en ajoutant un nouveau système inertiel semi-automatique. Mais il reste encore quelques soucis. Pour les obus HE, le taux d'échec restait de 25%, mais pour les obus AP, le taux d'échec a nettement diminué, à 2%. Le nouveau canon va recevoir la désignation 1932/34 et il va être installé sur les T-26 à partir de décembre 1933. La motorisation trop faible était aussi au centre des débats. Le moteur de 85 chevaux avait du mal à faire bouger ce qui était à l'époque le char léger le plus lourd au monde. En automne 1932, Vickers-Armstrong avait proposé un moteur modernisé de 100 chevaux, mais l'usine 174 se sentait capable de moderniser eux-mêmes le moteur. Un premier lot expérimental de moteur avec un nouveau carburateur a été présenté, mais la fiabilité était médiocre et le 95 chevaux attendu n'était pas au rendez-vous. Ce n'est qu'en mai 1933 qu'un moteur suffisamment fiable a pu être installé, et la puissance moteur est tombée à 92 chevaux. Le blindage a aussi été revu à la hausse, passant de 13 à 15 mm. Si en 1934 le T-26 est le char le plus puissant au monde, les T-26 vont recevoir des petites modernisations comme l'ajout d'un ventilateur dans le compartiment de combat pour évacuer le dioxyde de carbone qui était trop élevé en cas de tir soutenu. Entre 1935 et 1936, une transition douce sera opérée pour avoir une caisse soudée et non plus rivetée. Fin 1935, un port-pistolet sera installé à l'arrière de la tourelle avec une mitrailleuse DT-29. C'est aussi au même moment qu'une mitrailleuse DT-29 pourra être montée sur le toit grâce à un nouveau support AA sur pivot, mais elle était très peu pratique et n'a donc pas été produite en série. Une paire de phares pour le combat nocturne sera aussi installée courant 1935 sur 1/5 des chars. Mais en 1936, Gainsbourg Semyon Alexandrovitch, concepteur derrière le T-26 du bureau de conception OCMO de l'usine 174, rédige un rapport inquiétant sur l'obsolescence du T-26. En effet, à la moitié des années 30, des nouveaux chars légers plus performants ont vu le jour, considérés comme supérieurs au T-26. Il fait une mention spéciale à 3 chars, le R-35 et son blindage moulé, le FCM-36 et son blindage mécano-soudé, et le LTVZ-35 qui combine un blindage plus épais et une meilleure vitesse en tout terrain par rapport au T-26. Les premiers réconforts vis-à-vis du T-26 nous viennent d'Espagne, alors en pleine guerre civile entre nationalistes et républicains. L'URSS soutient le camp républicain et le 15 octobre 1936 arrive à Cartagena le navire marchand soviétique Komsomol avec la première cargaison de chars soviétiques T-26 destinés à l'armée républicaine et de l'équipe militaire soviétique dirigée par le capitaine Dankos. Un fait amusant survint le 26 octobre 1936 quand près de Madrid, à Cesena, a lieu la première offensive des T-26. Vaguement formés, les républicains attaquent les positions nationalistes. Durant l'assaut, le lieutenant Semyon Osadchi exécute la première attaque bélier sur un Carlo Veloce 33, mettant hors de combat la petite tanquette. Mais c'est véritablement durant la bataille de Guadalajara que les T-26 vont démontrer sa supériorité, car contrairement à la bataille de Cesena, où les républicains ont perdu 3 T-26 bêtement en les lançant sans support d'infanterie, à Guadalajara, les républicains vont littéralement briser l'assaut italien de Mario Roata et reléguer la CTV au rang d'acteur mineur et ridiculisant l'Italie sur la scène internationale. Et c'est bien les T-26 qui sont l'acteur majeur au sol de cette bataille. Il y a un autre lieu d'affrontement majeur, l'Extrême-Orient. Depuis l'avènement de l'URSS, le Japon cherche à s'affirmer dans la région et de récupérer des territoires au détriment de l'Union soviétique. Et c'est véritablement durant la bataille du lac Khasan que l'état d'obsolescence du T-26 va inquiéter. En 2 semaines de combat, l'URSS va perdre 80 chars sur 320 présents, avec une grande majorité de T-26 lancés dans des assauts mal organisés. Il était aisé pour les Japonais de les mettre hors combat avec leurs canons de 37 mm. Mais heureusement pour les Soviétiques, seuls 12 chars sera totalement irrécupérables. Les autres ont pu être aisément récupérés et réparés. Mais les conflits avec les Japonais continuent, avec la bataille de Khalkhin Gol
et c'est un modèle de T26 assez particulier qui va briller, le OT26. C'est une version lance-flamme du T26 et va inspirer une grande terreur aux troupes japonaises et même se montrer être un facteur de fuite et de panique assez important. Mais la version que les Japonais avaient envers le OT26 s'est retournée contre leur équipage qui était sommairement exécuté quand les Japonais ont fait main basse sur 5 chars le 5 juillet 1939. On peut aussi noter que les soviétiques appréciaient la survivabilité du T26 par rapport au BT5 qui avait moins tendance à s'enflammer lorsqu'il recevait des coups au but. Et je ne peux pas oublier le rôle important qu'a eu le T26 dans la bataille du col de Kunlun au service de l'ANR, où la 200e division Ford de ces 200 T26 120 Carlo Veloce et 30 BT ont gagné une bataille importante en tuant plus de 50% des officiers supérieurs japonais sur place. Tous ces conflits vont mener à l'avènement du T26 modèle 1938 bien connu de tous, avec sa toile demi-conique qui améliore la protection balistique de ses flancs. Et dans la même logique, le T26 modèle 1939 qui va voir ses flancs de caisse inclinés pour une meilleure protection. Le T26 modèle 1939 sera la dernière version à connaître une production de masse. Je ne vais pas citer toutes les variantes du T26, seulement les plus notables. Le 5 août 1933, le Conseil révolutionnaire de l'URSS ordonne dans le cadre du second plan quinquennal la création d'un petit triplex, à entendre par là 3 canons différents pour un châssis. Ils seront conçus dans l'usine numéro 185 de Leningrad, divisés en 3 chars. Dans l'ordre, un anti-char, un obusier et un mortier. Le Su-51, armé d'un canon de 76,2 mm divisionnaire modèle 1902/30, un seul char a été construit et même s'il a été concluant, il a aussi montré les avantages de l'AT1. Le Su-52, armé d'un obusier de 122 mm modèle 1910/30, a eu plus de succès. Construit une trentaine d'exemplaires, il a été utilisé à de multiples reprises à la bataille du lac Kassan et pendant l'opération Barbarossa. Le Su-53, avec son mortier de 152 mm modèle 1931, a lui aussi passé les tests avec succès, mais la faiblesse du châssis de T26 va limiter le nombre de chars construits à son seul prototype. Nous l'avons abordé, le AT1 Art Tank. Il devait remplacer le T26-4 avec son canon PS3 de 76 mm. Il était bien plus puissant, mais il va être frappé du sceau de l'infortune. Il avait pourtant montré ses qualités. Avec ses 40 obus contre les 8 du Su-51, il était destiné à des combats plus longs et intenses, ses optiques étaient excellente et il lui donnait un très bon champ de vision en face de lui. Mais Pavel Nikolaevitch Syachintov est arrêté le 31 décembre 1936 pour espionnage et ce sur une dénonciation anonyme. Il sera alors exécuté le 6 mai 1937 et enterré dans la foulée. Il emporte avec lui dans sa tombe l'AT1 et le canon PS3 qui avait commencé sa production et son installation dans le T28 en dépit de l'avancée technologique que représentait le canon. 2 chars AT1 ont été construits, 8 caisses se trouvent dans l'usine d'Ijora et 3 AT1 étaient en cours d'assemblage dans l'usine 174 de Leningrad. Un autre véhicule va s'arrêter avec la mort de Pavel Nikolaevitch Syachintov, le Su-6. Cette version anti-aérienne du T-26 était équipée d'un canon 3K de 76,2 mm. Il y aura aussi une version avec un 37 mm anti-aérien, dont 4 étaient prévus en 1936. 7 châssis ont été retrouvés, c'est un char complété en 1935. Le Su-1 est la première tentative d'exploitation du châssis T-26. Ce canon automoteur aurait eu un rôle similaire au canon d'assaut, concept bien compris des Allemands bien plus tard avec le Stug. Le premier prototype était disponible en 1931 avec un canon de 76,2 KT-28. Il se distingue aussi par son tourello. Les travaux effectués sur des T-26 qui incorporent un 76,2 en tourelle va rendre ce véhicule inutile, surtout que l'espace de combat très restreint a été jugé inadéquat. Le T-26-4 a reçu sa tourelle à Okmo. Entre 1931 et 1932, il a contribué à rendre le Su-1 caduc. En novembre 1932, un T-26 Mod 31 va recevoir cette nouvelle tourelle. Sa tourelle est dérivée du prototype du T-28. Au début des années 1933, le canon va passer les tests avec succès, et 5 T-26-4 vont donc être construits pour des tests plus poussés. 3 d'entre eux avaient le canon KT-28 et 2 autres le canon PS3. En octobre 1933, le canon PS3 est rejeté, il est trop puissant et avec le temps il a déformé l'anneau de tourelle et le toit de la caisse. C'est donc le canon KT-28 qui sera installé sur le T-26-4. En septembre 1934, avant le lancement en série des 50 véhicules, le retour de flamme lors de la destruction d'un étui à obus pendant le tir va entraîner la perte du véhicule et de l'équipage. Même si la tourelle n'est pas la cause de cette défaillance, tout va être annulé au profit de l'AT1. Toujours dans l'optique d'augmenter la puissance de feu, le T-26 BPK, bataillon Naya Pushka Kurchevskava, avait un canon peu courant, un 76,2 mm sans recul. Ce canon était installé dans la tourelle droite d'un T-26 Mod 31. Son obus de 4 kg allait à 500 mètres secondes et augmente
significativement la puissance de feu. Mais après des tests plus poussés en 1934, plusieurs défauts apparaissent. Le char était trop difficile à recharger en mouvement, l'explosion à l'arrière du canon était dangereuse pour les fantassins qui suivaient le char, et des défauts inhérents à ce canon expérimental vont s'additionner, empêchant la conversion des T-26 mode 31. On l'a abordé, mais il y a eu des T-26 chimiques, à entendre par ce mot des T-26 lance-flammes. Les OT-26 ont suivi les versions du char au fil du temps. Pour le premier OT-26, la seconde tourelle a été retirée. Pour le OT-130, il représente le T-26 mode 33 avec un canon de 45 mm plus court qui cache un nouveau lance-flamme. Le dernier produit c'est le OT-133 qui reprend la nouvelle toile du T-26 mode 38. C'est environ 1200 OT-26 qui seront construits toutes versions confondues. Mais il y a des T-26 qui sont indissociables, le TU-26 et le TT-26. Ces deux chars opèrent ensemble. Normal, le TT-26 est inhabité, il n'y a aucun membre d'équipage à l'intérieur. Le TT-26 est un télétank. C'est un char télécommandé, il est armé d'un lance-flamme et d'une mitrailleuse DT de 7,62 mm. Il peut aussi transporter une charge explosive largable de 200 à 700 kg à l'arrière. Il pouvait aussi utiliser des gaz de combat, mais jamais l'URSS ne l'utilisait dans cette configuration. Le TU-26 est le char radio qui contrôle les TT-26. Il ressemble au T-26 classique, mais avec deux antennes pouvant contrôler les télétanks à 1,5 km de distance, même si en réalité c'était plutôt vers 1 km en temps clair et 500 mètres en cas de mauvais temps. Ils ont été utilisés pendant la guerre d'hiver avec succès, vu qu'ils ont rempli leur mission et ont contribué à percer la ligne Mannerheim en déposant des charges explosives près des bunkers finlandais. C'est un total de 130 TT-26 et TU-26 qui seront construits entre 1936 et 1938. Il existe bien d'autres versions du T-26, surblindés, poseurs de pont, démineurs, de reconnaissance, radio, franchisseurs de tranchées, chasse-neige, tracteurs d'artillerie, bref, il était l'homme à tout faire de l'Union soviétique dans les années 30. C'est un total de 10 300 T-26 qui sont construits et 1700 chars de tout type qui emprunteront son châssis. Mais la guerre d'hiver et l'opération Barbarossa vont sonner le glas du T-26, peu blindé et lent en comparaison des nouveaux blindés sortis pendant la seconde partie des années 30, mais toujours avec un canon efficace. Il aura bien servi l'URSS pendant 11 ans, car en 1942, l'Union soviétique ne construit plus aucun T-26, car les usines ont soit été déplacées, soit construit de nouveaux véhicules ou ont été détruits par l'Allemagne nazie. Il aura tout de même façonné la vision de certains pays sur l'avenir des blindés, deux en particulier, l'Italie et l'Allemagne, qui après avoir subi les T-26 en Espagne, vont développer des chars capables de combattre d'autres chars, là où les Français et les Britanniques vont juste monter leurs exigences en termes de blindage. Les Américains, eux, vont sérieusement repenser leurs chars et construire le M3 Light avec les enseignements tirés de la guerre civile espagnole. Пороховые облака, отчизну нашу хочет взять фашизма черная рука. Идут полки со славою за наше дело правое, за наш народ, за родину любимую, за нашу жизнь счастливую. Раздавим мы в боях победным натиском полков, чтоб вечно Родина моя дышала радостно легко. Идут полки со славою за наше дело правое, за наш народ, за родину любимую, за нашу жизнь счастливую. Армия вперед! Куда, где воздух грозовой, поход решительный идем. Вперед, друзья, смелее бой, фашистской банде смерть несем.